Il existe une vérité que personne n'ose avouer. Les êtres humains ne respectent pas spontanément ce qui est bon, juste ou noble. Ils respectent ce qui s'impose, ce qui se tient debout même quand le monde tente de l'écraser, ce qui refuse de se diminuer pour être accepté. La psychologie sombre de la valeur n'est pas un art de manipuler les autres, mais l'art de comprendre ce qu'ils révèlent malgré eux. Leur admiration va toujours à celui qui ose s'habiter pleinement. Si tu te demandes pourquoi certains sont craints, suivis ou honorés alors qu'ils ne sont ni plus intelligents ni plus vertueux que toi, c'est ici que la réponse commence. Dis-moi en commentaire, je choisis d'incarner ma valeur. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car une vérité silencieuse t'attend, une vérité que presque personne n'a le courage d'affronter. Depuis des siècles, des penseurs comme Nicolas Machiavel et Robert Greene ont révélé une vérité que notre époque refuse d'admettre. La valeur n'est jamais perçue de manière objective. Elle est une construction psychologique née de la rareté, de l'audace et de la capacité d'un individu à protéger son territoire intérieur. Les anciens souverains savaient que la perception créait le pouvoir et que celui qui ne gérait pas son image devenait esclave de l'interprétation des autres. Avec le temps, cette connaissance a été édulcorée, moralement aseptisée, puis oubliée, car elle dérange. Elle exige de reconnaître nos parts d'ombre, nos contradictions, nos blessures de reconnaissance. Pourtant, dans un monde fragile, instable et obsédé par l'apparence, comprendre la mécanique de la valeur est devenu vital pour ne plus vivre à genoux sous le regard des autres. Avant de plonger dans les mécanismes les plus sombres de la valeur, tu dois accepter une vérité inconfortable. Les autres te respectent rarement pour ce que tu es, mais presque toujours pour ce qu'ils croient que tu peux devenir. Cette partie va t'obliger à revisiter tes croyances, à dévoiler tes angles morts psychologiques et à comprendre enfin pourquoi ton aura attire ou repousse. Le premier principe que tu dois reconnaître pour comprendre la psychologie sombre de la valeur est que la valeur perçue précède toujours la valeur réelle. Les êtres humains ne voient jamais la totalité d'une personne. Ils ne voient qu'un fragment interprété à travers leurs besoins, leurs peurs, leurs blessures et leurs projections. C'est pour cela que des individus médiocres semblent soudain admirés, tandis que des personnes profondes, loyales et brillantes restent invisibles. La perception est plus forte que la vérité. Quand tu te présentes au monde avec hésitation, excuse ou justification, tu transmets inconsciemment que tu ne crois pas toi-même en ta propre densité. Et à partir de là, personne ne te donnera plus que ce que tu t'accordes intérieurement. La valeur réelle n'entre en jeu que lorsque la perception a ouvert la porte. Car sans perception de puissance, les autres n'iront jamais chercher ce que tu caches derrière ton silence. Ce concept n'est pas moral, il est mécanique. Les humains évaluent constamment les autres selon une hiérarchie interne qui guide leur comportement. Si tu sembles sûr, stable, indifférent à l'approbation, tu seras placé plus haut. Si tu sembles anxieux, dépendant, en demande, tu seras relégué plus bas. La valeur réelle devient un luxe secondaire. Ce que tu dois comprendre ici, c'est que le respect n'est jamais spontané. Il émerge uniquement d'un signal intérieur que tu maîtrises ou que tu subis. Tant que tu n'as pas décidé que tu es quelqu'un qu'on ne traite pas à la légère, les autres ne le décideront jamais à ta place. La perception est un territoire et tu dois devenir son gardien. Le deuxième principe que tu dois comprendre, c'est que la rareté est le carburant central de la valeur humaine. Ce n'est pas ton intelligence, ta gentillesse ou ton talent qui crée l'impact le plus profond, mais ta capacité à te rendre difficilement accessible, émotionnellement, psychologiquement ou énergétiquement. Les humains désirent ce qu'ils ne possèdent pas totalement, ce qui semble légèrement hors de portée, ce qui crée un espace de tension entre l'attrait et l'incertitude. Si tu donnes tout de suite, sans retenue ni sélection, tu deviens abondant, donc banal. Et ce qui est banal perd instantanément sa valeur. Regarde l'histoire. Les souverains, les penseurs, même les stratèges modernes, comme Robert Greene le rappellent constamment, la rareté contrôle les comportements humains. Plus tu deviens disponible, plus tu te mets en position d'être utilisé. À l'inverse, plus tu deviens sélectif, nuancé, mesuré, plus ton aura se densifie. La rareté n'est pas le retrait complet, c'est la maîtrise du dosage,
C'est l'art subtil de montrer que tu es présent, mais pas pour tout le monde, que tu es ouvert, mais pas exposé, que tu es sociable, mais pas accessible au premier venu. La rareté crée un champ magnétique autour de toi, une impression de mystère qui force les autres à t'observer plutôt qu'à te consommer. Quand tu maîtrises la rareté, tu changes silencieusement de statut. Tu deviens quelqu'un dont l'attention se mérite, dont le temps se respecte, dont la présence a un poids. Et dans un monde où tout est instantané, cette qualité est devenue une arme invisible. Le troisième principe que tu dois intégrer, c'est que toute valeur durable repose sur l'autorité intérieure. Il ne s'agit pas d'être autoritaire, mais d'habiter une posture psychologique stable, dense, presque impénétrable. Quand tu marches dans la vie avec un centre de gravité solide, les autres le ressentent instinctivement. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas se permettre certains comportements avec toi. L'autorité intérieure est ce qui distingue quelqu'un qu'on respecte de quelqu'un qu'on tolère. Elle est silencieuse, mais omniprésente. Elle se manifeste dans ton ton de voix, dans la manière dont tu réponds sans te justifier, dans ton refus de courir après l'acceptation. Les individus déconnectés d'eux-mêmes réagissent à tout, s'agitent, s'excusent, se plient. Ceux qui possèdent une autorité intérieure véritable ne réagissent pas, ils décident. Ils ne cherchent pas à convaincre, ils avancent. Ils n'ont pas besoin d'être vus, ils savent qui ils sont. Et c'est précisément cette stabilité qui crée la valeur. Tu deviens un repère dans un monde instable, une présence qui structure l'espace. La psychologie humaine respecte profondément ceux qui semblent guidés par un axe intérieur inébranlable. C'est l'écho des anciens souverains qui portaient leur royaume, non pas dans leurs mains, mais dans leur façon d'exister. L'autorité intérieure n'a rien d'arrogant. Elle est la preuve que tu as cessé de te renier. Le quatrième principe que tu dois comprendre, c'est que le refus est un langage de puissance. Chaque fois que tu dis non avec clarté, sans agressivité ni justification, tu émets un signal de haute valeur psychologique. Le refus n'est pas une fermeture, c'est une affirmation, celle que ton temps n'est pas illimité, que ton énergie n'est pas gratuite, que ton attention n'est pas un dû. Les individus faibles cherchent toujours à éviter le conflit, à préserver l'harmonie, à ne pas déplaire. Ils croient que dire oui leur ouvrira des portes, mais cela les transforme en ressources facilement exploitables. Ceux qui comprennent la dynamique du respect savent que chaque refus construit un mur de valeur autour d'eux. Refuser un manque de considération, refuser une présence intrusive, refuser une proposition qui ne t'élève pas, refuser de verser ton énergie dans des relations épuisantes, tout cela nourrit ton aura. C'est ainsi que tu deviens quelqu'un qu'on ne traite plus comme un objet, mais comme une présence dotée d'un périmètre. Le refus crée une frontière et l'être humain respecte naturellement les frontières. Mais le refus n'est puissant que lorsqu'il est cohérent, calme, posé. Il ne s'agit pas d'être dur, mais clair. Tu n'as rien à prouver. Tu définis simplement ce qui t'est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et à partir de ce moment, les autres ajustent leur comportement. La cinquième fondation que tu dois comprendre, c'est ce que j'appelle le seuil invisible de tolérance aux offenses. Chaque personne possède un niveau de résistance face au manque de respect, mais peu savent où placer ce seuil. Et c'est précisément ce flou qui détruit leur valeur. Quand tu laisses passer une remarque dégradante, un geste irrespectueux, un oubli stratégique, une présence toxique, ton silence transmet un message. Tu acceptes. Et ce que tu acceptes une fois devient un précédent. Les humains testent, explorent, poussent les limites, parfois inconsciemment. Si ton seuil est bas, tu deviendras le terrain sur lequel les autres répandront leurs frustrations, leurs insécurités et leurs abus. Si ton seuil est élevé, clairement établi et calmement assumé, tu deviens immédiatement quelqu'un qu'on ne touche pas sans réfléchir. Les lois du respect fonctionnent comme les lois physiques. Plus ton seuil est ferme, plus tu crées une gravité autour de toi. Mais attention, ton seuil ne se tient pas par des cris ou des confrontations. Il se tient par ton comportement. Ta manière de te retirer d'une interaction malsaine,
de corriger une parole déplacée, de marquer une distance sans menacer, ni supplier. Le seuil de tolérance n'est pas une réaction, c'est une posture. Et voici ma question pour toi. Où places-tu ton seuil lorsque quelqu'un te manque réellement de respect? Ta réponse révèle ton futur. La 6e fondation que tu dois comprendre, c'est la puissance froide de la distance stratégique. La distance n'est pas un abandon ni une rupture, c'est un instrument psychologique qui permet de rétablir l'équilibre des forces. Quand quelqu'un te perçoit comme acquis, ta valeur chute. Quand tu te retires légèrement, non par colère mais par recentrage, tu crées un espace vide que l'autre doit maintenant combler. Les humains redoutent le vide, car il les force à se confronter à eux-mêmes. La distance stratégique n'est pas une punition, c'est une réinitialisation. Elle permet de rappeler que ta présence n'est pas garantie. Elle brise les dynamiques où tu donnes trop, où tu expliques trop, où tu t'adaptes trop. Elle rétablit ton statut en montrant que ton monde ne s'arrête pas aux portes de quelqu'un d'autre. Mais cette distance doit être propre, silencieuse, sans accusation ni drame. C'est un repositionnement intérieur qui dit « Je reprends ma place ». Et lorsque tu reviens, si tu reviens, tu es perçu différemment. La distance crée du contraste, et le contraste crée de la valeur. Ceux qui ne maîtrisent pas cet outil vivent dans la saturation, la surconnexion, l'épuisement émotionnel. Ceux qui le comprennent deviennent imprenables. Ils savent que la proximité doit être choisie, jamais forcée. La 7e fondation que tu dois maîtriser, c'est l'art machiavélien de devenir imprévisible. L'être humain respecte profondément ce qu'il ne peut pas prévoir. Ce n'est pas la menace qui crée le respect, mais l'incertitude. Quand les autres peuvent anticiper chacune de tes réactions, ils cessent de te considérer comme un centre de gravité. Tu deviens un script facile à lire. L'imprévisibilité ne signifie pas chaos, mais variation contrôlée. C'est l'art de surprendre par ta façon de dire non quand on t'attendait docile, de disparaître un instant quand on pensait t'avoir acquis, de réagir calmement là où tout le monde se serait emporté, de briser une attente pour réaffirmer ton autonomie psychologique. Les stratèges comme Nicolas Machiavel l'avaient dit compris, celui qu'on ne peut pas enfermer dans un schéma devient supérieur dans la dynamique relationnelle. L'imprévisibilité t'extrait du rôle de figurant pour te placer dans celui de protagoniste. Elle t'offre un avantage silencieux. On ne joue pas avec quelqu'un dont les réactions ne suivent pas les lois émotionnelles habituelles. Tu deviens une énigme, et les énigmes attirent autant qu'elles intimident. Être imprévisible, c'est montrer que tu n'es gouverné ni par l'approbation, ni par l'habitude, ni par la peur. C'est un acte d'indépendance radicale. Le 6e principe que tu dois accepter pour devenir quelqu'un qu'on respecte naturellement est la puissance froide de la distance stratégique, cette capacité à te retirer légèrement pour rétablir l'équilibre des forces quand quelqu'un commence à te percevoir comme acquis. La distance n'est pas une punition, c'est une réinitialisation. Elle montre que ta présence n'est pas automatique et que ton monde ne s'arrête pas aux états d'âme des autres. Quand tu te retires sans colère, sans plainte, simplement parce que tu reviens à toi, tu crées un vide psychologique que l'autre doit désormais combler. Ce vide réveille la conscience de ta valeur. La distance stratégique met fin aux dynamiques où tu donnes trop, expliques trop, supportes trop. Elle restaure ton statut en rappelant que ton énergie est un choix, non un réflexe. Mais cette distance doit être propre, silencieuse, maîtrisée. Elle ne cherche pas à punir, elle cherche à repositionner. La distance crée du contraste, et le contraste crée de la valeur. Celui qui ne sait pas se retirer ne saura jamais se faire respecter. Le 7e principe que tu dois maîtriser pour devenir imprenable est l'art machiavélien de l'imprévisibilité, cette capacité à ne jamais être totalement lisible ni totalement acquis. L'être humain respecte ce qu'il ne peut pas anticiper. Quand tes réactions sont évidentes, quand ton comportement est prévisible, quand ton humeur suit le même schéma, tu deviens un territoire facile à cartographier. Et ce qui est facile devient négligé. L'imprévisibilité n'est pas le chaos. C'est une variation contrôlée. C'est surprendre par un refus calme là où on t'attendait docile, disparaître légèrement quand on croyait t'avoir disponible, rester silencieux là où la majorité se serait emportée.
briser un automatisme pour rappeler que tu restes maître de toi. Les stratèges de l'histoire savaient que l'incertitude crée la distance psychologique la plus efficace. L'imprévisibilité t'extrait du rôle de suiveur et t'installe dans le rôle de force autonome. On ne joue pas avec quelqu'un dont on ne peut pas prévoir les réactions. Tu deviens un mystère, et les mystères commandent le respect. Avant d'entrer plus profondément dans ces vérités dérangeantes, tu dois comprendre que la valeur humaine se joue rarement à la surface. C'est dans l'ombre de ton esprit, dans les contradictions que tu caches, dans les tensions que tu refuses d'admettre, que se construit ton aura. Cette partie va t'obliger à briser les illusions modernes et à regarder ta psychologie en face. La première vérité dérangeante que tu dois affronter est que la valeur repose sur une tension maîtrisée entre le désir et le retrait. Un jeu subtil que Nicolas Machiavel avait déjà perçu lorsqu'il affirmait que l'homme respecte davantage ce qu'il craint de perdre que ce qu'il croit posséder. Cette vérité contredit tout ce que la modernité t'a enseigné sur la disponibilité, la transparence et l'ouverture totale. En réalité, la valeur naît dans l'espace, jamais dans la saturation. Lorsque tu donnes trop vite, trop fort, trop largement, tu crées une abondance émotionnelle qui détruit ton impact psychologique. Lorsque tu retires tout, tu deviens lointain, inaccessible, insignifiant. La valeur, elle, naît dans cette oscillation précise où tu avances assez pour être désiré, puis tu te retires assez pour être craint. Robert Greene explique parfaitement que l'esprit humain s'attache davantage à ce qui crée de la tension qu'à ce qui se donne sans résistance. La tension crée le magnétisme. Le magnétisme crée l'obsession. Et l'obsession crée le respect. Tu dois donc apprendre à ne jamais te laisser posséder trop facilement, ni par amour, ni par amitié, ni par reconnaissance. Tu dois devenir un territoire que l'on approche avec précaution. Cette vérité dérangeante exige que tu abandonnes le rêve naïf selon lequel la générosité seule construit la valeur. C'est faux. Ce qui construit ta valeur, c'est ta capacité à doser ta présence, à incarner une densité qui attire sans jamais s'offrir complètement. Celui qui maîtrise cette tension n'a plus jamais besoin de courir après le respect. Il le provoque naturellement. La deuxième vérité dérangeante que tu dois accepter est que le respect repose sur un masque nécessaire, non sur ton authenticité brute. Beaucoup se révoltent contre cette idée, croyant qu'elle implique la manipulation ou la fausseté. Pourtant, Machiavel rappelait que l'homme juge ce qu'il voit, non ce qu'il est incapable de percevoir. Greene explique que sans interface psychologique, tu deviens une cible ouverte. Le masque n'est pas un mensonge, c'est une protection. Il te permet d'être lisible sans être vulnérable, présent sans être dévoré, accessible sans être avalé. L'erreur moderne consiste à croire que montrer tout de soi est une preuve de force, alors que c'est souvent une détresse déguisée. Le respect exige une forme de retenue, une maîtrise de ce que tu montres, de ce que tu laisses deviner et de ce que tu caches. Plus ta profondeur est accessible, plus elle perd de sa valeur. Le masque nécessaire n'est pas une façade creuse, c'est ton architecture psychologique, celle qui te permet de rester souverain, même lorsque tu es observé, questionné ou désiré. Tu dois comprendre que l'être humain ne peut pas respecter ce qu'il comprend trop facilement. Il respecte ce qui échappe, ce qui se dévoile lentement, ce qui exige un effort pour être lu. Le masque n'est donc pas une trahison de toi-même, c'est la forme que prend ta souveraineté intérieure. La troisième vérité dérangeante que tu dois voir clairement est que la valeur dépend de tes limites psychiques invisibles, ces frontières que tu poses sans les dire, mais que les autres ressentent instinctivement. Machiavel affirmait que le souverain devait inspirer une distance qui pousse les hommes à mesurer leurs gestes. Greene va plus loin. Il montre que ceux qui ne protègent pas leur espace mental deviennent des proies faciles pour les projections, les manipulations et les abus subtils. Tes limites ne sont pas ce que tu dis, mais ce que tu incarnes. Elles se manifestent dans ton silence lorsqu'une parole te manque de respect, dans ton retrait lorsqu'une dynamique te déstabilise, dans ton absence lorsque ton énergie est dévalorisée. Celui qui ne pose pas de limites intérieures devient lisible, donc vulnérable.
pénétrable, donc contrôlable. Celui qui impose des limites psychiques devient un territoire, et un territoire ne se traverse pas sans permission. Le respect que tu reçois dans la vie dépend moins de ta gentillesse que de ta capacité à faire comprendre que ton espace intérieur n'est pas une zone libre d'accès. Les limites psychiques ne s'annoncent pas, elles se ressentent. Et c'est précisément cette invisibilité qui leur donne du pouvoir. Lorsque tu maîtrises l'art des frontières intérieures, tu n'as plus besoin d'expliquer qui tu es. Les autres l'apprennent en se heurtant à ce qu'ils ne peuvent plus franchir. La quatrième vérité dérangeante que tu dois accepter est que l'illusion moderne du soi toi-même a détruit chez beaucoup la capacité de produire du respect. Machiavel aurait immédiatement compris le danger. Être soi-même sans filtre, sans stratégie, sans retenue. Expose ton essence aux mains de ceux qui n'ont ni la capacité, ni la volonté de la protéger. Green le dit clairement. L'authenticité brute est un luxe que seuls les puissants peuvent se permettre. Pour les autres, c'est une vulnérabilité mortelle. Être toi-même ne signifie pas tout montrer, tout dire, tout ressentir. Cela signifie rester fidèle à ton axe intérieur tout en contrôlant la forme par laquelle tu te présentes au monde. Celui qui se montre trop vite disparaît dans l'esprit des autres. Celui qui se montre avec retenue se grave dans leur mémoire. Le mythe moderne te pousse à croire que tu seras respecté si tu te dévoiles entièrement, mais c'est faux. Tu seras seulement plus facilement détruit. Le respect exige du mystère, de la maîtrise, de la densité. Le respect exige que tu protèges ton noyau intérieur et que tu laisses le monde accéder uniquement aux couches que tu choisis. Celui qui confond authenticité et exposition ne comprend rien à la psychologie humaine. Celui qui sépare ce qu'il est de ce qu'il montre devient imprenable. La cinquième vérité dérangeante que tu dois intégrer est que ton énergie émotionnelle est une monnaie et que chaque interaction est une transaction qui t'enrichit ou t'appauvrit. Machiavel le savait. Un souverain qui distribue trop de lui-même perd son autorité. Green l'enseigne avec précision. Celui qui gaspille son énergie perd son aura. Lorsque tu donnes trop vite ton attention, ton écoute, ta compassion, ta présence, tu cesses d'être une force et deviens une ressource. Et les ressources, on les utilise jusqu'à l'épuisement. L'économie émotionnelle exige que tu traites ton énergie comme un investissement, sélectivement, lentement, stratégiquement. Plus tu donnes à des gens qui n'en sont pas dignes, plus tu te dévalorises. Plus tu investis dans des dynamiques stériles, plus tu perds de densité intérieure. Le respect ne naît jamais de la générosité excessive. Il naît du fait que ton énergie est rare, précieuse, protégée. Quand tu commences à distribuer moins, tu deviens soudain quelqu'un que l'on préserve. Quand tu arrêtes de vouloir sauver tout le monde, tu deviens quelqu'un qu'on écoute. Pose cette phrase dans ta conscience et écris-la en commentaire. Je refuse désormais de disperser mon énergie comme si elle m'était illimitée. Celui qui maîtrise son économie émotionnelle devient immédiatement une présence qu'on respecte. La sixième vérité dérangeante que tu dois affronter est le conflit intérieur entre le besoin d'être aimé et le besoin d'être respecté. Ce conflit gouverne ta vie bien plus que tu ne l'imagines. Machiavel affirmait que le respect est plus fiable que l'amour, car l'amour dépend de l'humeur, du contexte, de l'émotion, tandis que le respect dépend de la structure, de la posture, de la présence. Green explique que ceux qui cherchent l'amour deviennent malléables, tandis que ceux qui recherchent le respect deviennent solides. Tu dois regarder en toi la partie qui veut être appréciée, validée, soutenue, reconnue. Cette partie est noble mais faible. Tant que tu cherches l'amour, tu fais des concessions. Tant que tu veux plaire, tu te renies. Tant que tu veux être perçu positivement, tu acceptes l'inacceptable. À l'inverse, lorsque tu choisis le respect, tu acceptes de déplaire parfois. Tu acceptes la solitude, tu acceptes de perdre des liens fragiles, tu acceptes de ne pas être compris immédiatement. Mais c'est dans cette rigueur intérieure que tu grandis. Le respect attire des dynamiques plus stables, plus profondes, plus durables. L'amour attire des dynamiques plus aléatoires, plus sentimentales, plus instables. Celui qui choisit le respect construit un royaume intérieur.
Celui qui cherche l'amour construit une dépendance. Tu dois choisir ton royaume. La 7e vérité dérangeante que tu dois reconnaître est que la métamorphose identitaire est l'une des armes psychologiques les plus puissantes que tu possèdes. Green explique que celui qui change de forme désoriente ses adversaires et impose une réévaluation constante de sa valeur. Machiavel observait qu'un dirigeant qui reste figé devient prévisible, donc vulnérable. Ta métamorphose intérieure doit être cyclique. Tu dois devenir trop vaste pour être classé, trop mobile pour être anticipé, trop profond pour être consommé. Chaque fois que tu évolues, tu forces les autres à reconstruire leur compréhension de toi. Cette reconstruction crée une distance psychologique, et cette distance est du respect. La stagnation te rend manipulable, l'évolution te rend imprenable. La métamorphose identitaire n'est pas un changement de personnalité. C'est une élévation de ta structure intérieure, une mise à jour de ta posture, une augmentation de ton axe. Celui qui refuse de changer reste prisonnier de son ancienne valeur. Celui qui évolue devient un territoire mouvant. Tu dois apprendre à mourir symboliquement, à laisser derrière toi des skins psychologiques obsolètes pour renaître dans une forme plus dense, plus lucide, plus souveraine. Là où tu changes, ton respect grandit. Là où tu restes le même, ton pouvoir s'éteint. À ce stade, comprendre ne suffit plus. Tu dois incarner. La psychologie sombre de la valeur ne se vit pas dans les théories, mais dans les gestes invisibles qui structurent ton aura quotidienne. Ces techniques ne sont pas des outils superficiels, elles sont des pratiques intérieures qui modifient la manière dont les autres te perçoivent et te traitent. Prépare-toi à te transformer. La première technique concrète que tu dois appliquer pour incarner ta valeur est la reconstruction de ton axe intérieur, cette colonne psychologique que rien ni personne ne peut infléchir. Nicolas Machiavel affirmait que la stabilité d'un homme dépend de sa capacité à se gouverner lui-même avant de prétendre gouverner quoi que ce soit d'autre. Robert Greene enseigne que l'axe intérieur est ce qui sépare les individus influençables des individus structurants. Reconstruire ton axe consiste à reprendre le contrôle de tes réactions, de tes priorités, de ta posture émotionnelle. Cela commence par l'observation de tes micro-effondrements, ces moments où un regard, une parole ou un refus te déstabilisent. Au lieu de te contracter, tu dois apprendre à revenir en toi, à respirer dans ton propre territoire mental, à ressentir en profondeur que ton centre t'appartient. Ensuite, tu dois décider consciemment des valeurs que tu incarnes, pas celles que tu proclames, celles que tu incarnes réellement. Chaque fois que tu te compromets, ton axe se fissure. Chaque fois que tu restes aligné avec ton essence, même au prix d'une tension relationnelle, ton axe se renforce. C'est ce centre invisible qui crée naturellement le respect, car il émet un signal silencieux. Tu n'es pas quelqu'un qu'on déplace. Reconstruire ton axe est un acte quotidien. Il se manifeste dans ta manière de marcher, de répondre, de choisir, de dire non, de dire oui. L'axe intérieur n'est pas un discours, c'est une vibration. Lorsque tu le possèdes, les autres le ressentent, avant même de comprendre pourquoi ils te considèrent différemment. La deuxième technique concrète que tu dois intégrer est la discipline du silence stratégique, un outil psychologique d'une puissance extrême que Machiavel considérait comme l'un des piliers de l'autorité. Le silence stratégique n'est pas l'absence de parole, c'est l'absence de justification. Green montre que les individus les moins respectés sont ceux qui s'expliquent trop, se défendent trop, se dévoilent trop vite. Le silence stratégique crée une friction intérieure chez ceux qui te parlent. Ils ne peuvent plus deviner ce que tu penses, ce que tu acceptes, ce que tu refuses. Et cette opacité fait naître une forme de prudence. Le silence te permet de récupérer ton énergie car tu ne la gaspilles plus en réaction impulsive. Il te permet de reprendre le contrôle d'une interaction car celui qui parle trop perd son centre. Il t'offre un avantage psychologique. L'autre doit interpréter ce silence. Et pendant qu'il interprète, il révèle ses intentions. La discipline du silence stratégique est simple. Tu ne te justifies jamais. Tu ne réponds pas à tout. Tu ne combles pas les vides. Tu laisses les autres ressentir leur propre malaise sans courir pour le soulager. Tu apprends à laisser le silence travailler pour toi. Dans un monde où chacun cherche à se faire entendre, celui qui maîtrise le silence devient un mystère,
et les mystères commandent le respect. Le silence stratégique n'est pas une arme passive. C'est une architecture invisible qui impose ton rythme sur la dynamique relationnelle. La troisième technique concrète que tu dois incarner est la réécriture de ton seuil de tolérance, cet espace intérieur qui détermine jusqu'où tu laisses les autres te manquer de respect avant de réagir. Ce seuil est souvent formé par ton passé, tes blessures, tes schémas familiaux. Tu as appris à tolérer ce que tu ne devrais jamais accepter, et chaque concession a sculpté un caractère trop flexible. Machiavel écrivait que le souverain doit punir immédiatement la première offense, car c'est elle qui détermine toutes les autres. Green, lui, explique que la tolérance non maîtrisée est la principale cause de perte d'influence personnelle. Pour réécrire ton seuil, tu dois d'abord identifier les micro-agressions que tu laisses passer. Un ton condescendant, une réponse sèche, un geste négligent, un oubli volontaire. Au lieu de les minimiser, tu dois les reconnaître comme des tests. Ensuite, tu dois pratiquer la réponse intérieure. Tu ne t'effondres pas, tu ne t'excuses pas, tu ne te précipites pas pour rétablir l'harmonie. Tu poses une limite par ton comportement. Un retrait subtil, une réponse courte, un changement de rythme, un refus ferme. Réécrire ton seuil ne signifie pas entrer en conflit, mais te positionner avec une telle clarté intérieure que l'autre comprend instinctivement que tu n'es pas un terrain malléable. Le respect commence là où ton seuil se solidifie. La quatrième technique concrète que tu dois appliquer est la maîtrise des retraits calibrés, un outil profondément machiavélien que la plupart des esprits faibles ne comprennent pas. Le retrait calibré n'est pas une fuite, ni un silence vexé, ni une manipulation émotionnelle. C'est un repositionnement stratégique. Green explique que la présence constante banalise, alors que le retrait maîtrisé crée de la valeur. Tu dois apprendre à sentir quand une dynamique commence à te diminuer, quand une interaction se déséquilibre, quand tu deviens trop accessible. Au lieu de rester pour prouver que tu mérites ta place, tu te retires volontairement, calmement, sans explication. Ce retrait n'est jamais brutal, il est mesuré. Tu ne coupes pas le lien, tu changes la distance. Tu ne désertes pas, tu te recentres. Ce retrait crée un vide qui force l'autre à reconsidérer son comportement. Il rappelle que ta présence n'est pas acquise, que ton attention est limitée, que ta valeur n'est pas un flux continu. Machiavel décrivait cela comme l'art de maintenir la crainte respectueuse sans utiliser la violence. Le retrait calibré est la mise en pratique moderne de cette sagesse. Celui qui sait se retirer devient imprévisible, donc respectable. Celui qui reste toujours présent se banalise, donc perd de la valeur. Tu dois apprendre à disparaître avant que l'autre ne cesse de te voir. La cinquième technique concrète que tu dois intégrer est la gestion froide de ton énergie émotionnelle, une compétence que peu possèdent et que presque tous perdent cher. Ton énergie intérieure n'est pas infinie. Machiavel l'avait compris. Un leader épuisé devient un leader manipulable. Green ajoute que l'énergie émotionnelle est la monnaie du pouvoir social. Chaque interaction te coûte. Chaque explication te vide. Chaque dépendance te siphonne. La gestion froide consiste à distribuer ton énergie comme un investisseur distribue son capital, avec lucidité, prudence, sélectivité. Tu dois identifier les personnes qui consomment ton énergie sans jamais t'en donner. Tu dois repérer les environnements où ton esprit se contracte. Tu dois couper ce qui érode ton axe au lieu de t'entêter à sauver des dynamiques qui n'ont plus de vie. La gestion froide implique de dire non plus souvent, de dire oui plus lentement, de t'engager plus consciemment. Elle exige que tu cesses d'offrir ton écoute, ta compassion, ton soutien, ton attention comme si ton énergie appartenait à tout le monde. Lorsque tu deviens économe émotionnellement, tu deviens une figure. Lorsque tu distribues sans discernement, tu deviens une ressource. Celui qui maîtrise la froideur émotionnelle rayonne davantage, car son énergie cesse de se disperser. Et le monde respecte ce qui est rare. La sixième technique concrète que tu dois apprendre est l'adaptation identitaire en milieu social, une compétence que Green décrit comme la faculté de changer de forme sans perdre son essence.
Machiavel l'a considéré comme indispensable à toute forme d'influence. Celui qui reste identique en tout contexte devient prévisible, donc contournable. L'adaptation identitaire ne signifie pas être faux. Elle signifie comprendre le terrain psychologique sur lequel tu te trouves et ajuster ton intensité, ton langage, ta posture, ton aura. Tu ne parles pas de la même manière à un esprit instable qu'à une présence solide. Tu ne te dévoiles pas de la même façon face à un esprit envieux qu'à un allié. Tu ne montres pas ta vulnérabilité à quelqu'un qui n'a pas la capacité de la porter. Adapter ton identité, c'est protéger ton sanctuaire intérieur tout en augmentant ton impact extérieur. C'est choisir la version de toi qui sert le mieux ton axe dans une situation donnée. Les faibles appellent cela de la manipulation. Les stratèges savent que c'est de la maîtrise. Celui qui ne s'adapte pas devient une proie. Celui qui se renie devient un imposteur. Celui qui s'adapte sans se perdre devient un souverain intérieur. Et c'est précisément ce souverain que les autres respectent. La 7e technique concrète que tu dois incarner est l'auto-sanctuarisation de ta valeur, un processus par lequel tu deviens ton propre espace sacré. Machiavel affirmait que le prince doit être inaccessible en son cœur. Green, lui, explique que toute valeur durable est protégée par un périmètre invisible. Auto-sanctuariser ta valeur consiste à décider que tout le monde n'a pas accès à toi, que tout le monde ne peut pas entrer dans ton monde intérieur, que tout le monde ne mérite pas ton énergie, ton écoute ou ta présence. Cela ne se proclame pas, cela s'incarne. Tu deviens plus sélectif, plus lent à t'ouvrir, plus conscient de ton espace. Tu t'accordes des zones interdites, des parts de toi que tu ne révèles jamais, des blessures que tu ne tends plus, des aspirations que tu n'exposes pas aux esprits incapables de les comprendre. Auto-sanctuariser ta valeur, c'est construire un temple intérieur où ta dignité est gardée par ta propre clarté. Lorsque tu te sanctuarises, les autres le ressentent. Ils choisissent leurs mots, mesurent leurs gestes, calibrent leur proximité. Tu n'es plus un terrain ouvert, tu es un territoire sacré. Et les territoires sacrés ne se profanent pas, ils se respectent. Au terme de ce voyage intérieur, tu comprends que le respect n'est jamais un hasard, jamais un don, jamais le fruit de la gentillesse ou de la bonne volonté. Le respect est une construction invisible, un champ énergétique que tu sculptes à travers tes limites, tes retraits, tes silences, tes métamorphoses, et la manière dont tu protèges ton axe intérieur. La psychologie sombre de la valeur révèle ce que beaucoup refusent d'admettre. Le monde ne te traite pas selon ton cœur, mais selon l'intensité de ta présence, la densité de ton esprit, la rareté de ton énergie. Tant que tu cherches à être aimé, tu t'affaiblis. Dès que tu choisis d'être respecté, tu t'élèves. Tu as vu comment la tension stratégique, le masque nécessaire, le seuil de tolérance, les retraits calibrés, l'économie émotionnelle, l'adaptation